Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les chaînes BFM du sud de la France. BFM Marseille-Provence, BFM Nice-Côte d'Azur et BFM Toulon-Var. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale enregistrée ici depuis la gare de Toulon. C'était il y a tout pile un an. Transdev devenait le premier opérateur autre que la SNCF à exploiter une ligne de TER en France. En l'occurrence, la ligne qui relie Marseille à Nice en passant par Toulon. À l'époque, le principal objectif affiché par la région, c'est d'améliorer le quotidien des usagers. Alors, 12 mois après cette mise en service, la promesse est-elle tenue? Quelles sont les pistes de consolidation? Et enfin, cette nouvelle étape est-elle un test pour le reste de la région, le reste de la France peut-être? On en parle avec nos invités présents à cette table ronde. Il y a évidemment Renaud Muselier, le président de la région Sud. Bonjour. Qui est en quelque sorte, on peut le dire, à l'origine de cette première ouverture à la concurrence. Il y a Thierry Mallet, qui est le président, directeur général de Transdev. Bonjour, merci d'être présent. Il y a Thierry Guimbaud, qui est président de l'autorité de régulation des transports. Bonjour. Et Eliane Barbossa, qui est directrice exécutive des gares régionales et parisiennes SNCF, Gares et Connexions. Merci beaucoup d'être présente. Avant de vous montrer à quoi ressemble cette belle ligne qui traverse notre beau littoral provençal, un mot à vous, Renaud Muselier. C'est vous qui êtes, vous, la région, qui êtes à l'initiative de cette première ouverture à la concurrence dans le ferroviaire en France. Entre le souhaiter, avec des volontés affichées, et passer à l'acte, il y a un chemin. Renaud Muselier, quel a été le déclic ? D'abord, le chemin était étroit, escarpé, difficile. Enfin, le déclic est assez facile. Vous savez que je suis médecin, moi j'aime bien les diagnostics. On avait le plus mauvais réseau de France, en fait. On avait 20% de trains en retard. On avait 10% de trains annulés. Et on avait 18% de fraude, avec une fréquentation qui diminuait. Donc, il n'y avait pas bien le choix. À partir de là, j'étais député européen. Dans la loi française, une des normes européennes avait été appliquée et votée pour faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'accès à la concurrence. On fait un appel à manifestation d'intérêt. Et là, on a vu qu'il y avait un peu moins d'une dizaine d'opérateurs qui souhaitaient venir concourir. On est passé à travers la crise du Covid, on est passé à travers toutes sortes de difficultés. Mais pour autant, nous avons donc effectivement été un peu les pionniers en la matière, avec tout ce que ça représente comme difficulté. Difficulté pour ceux qui veulent concourir, difficulté pour la SNCF qui est obligée de se remettre en cause, en quelque sorte, difficulté de trouver une solution sur le plan social, tout ça pour avoir un équilibre financier à la sortie, et qu'on soit tous dans un gagnant-gagnant, le contribuable mais aussi l'usager, l'autorité organisatrice, c'est-à-dire la région, et bien entendu les opérateurs. Voilà le chemin parcouru. Vous imaginez la difficulté quand vous défrichez tout ça, mais aujourd'hui on est là, un an après. On a lancé ça en 2016, on est là aujourd'hui, un an après avoir confié les clés des trains à Transdev. On vient de fêter le 5e millionième voyageur, qui est une jeune femme, Margot, qui se sert de trains et qui sont à l'heure pour 98% d'entre eux, qui sont moins chers pour les abonnés parce que l'abonnement a diminué de 20% et qui apportent on a multiplié par 2 le nombre de trains sur cette ligne et donc c'est la ligne des métropoles en quelque sorte qui fonctionne plutôt assez bien, voire très bien. Donc on avait dit tout change sauf la vue. Tout a changé effectivement sauf la vue. Et cette vue, justement, je vous propose qu'on la regarde ensemble avec ces images de cette ligne entre Marseille et Nice. C'est historique, c'est un événement très fort. La ligne Marseille-Nice, c'est la première fois qu'une région décide de ne pas confier un service à la SNCF. On est les premiers en France, quand même. Il fallait avoir un partenaire, et c'est Transdev qui a été choisi. Être un nouvel entrant sur le marché ferroviaire français, c'est tout sauf simple. Nous sommes partis d'une page blanche où il a fallu absolument tout écrire. C'est un challenge de dingue, mais un challenge passionnant. Tout change sauf la vue, parce que le paysage ne change pas, lui.
Thierry Mallet, pour commencer, quel premier bilan pouvez-vous tirer de ces 12 premiers mois d'exploitation? Et peut-être avant de répondre à cette question, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? On rappelle que le premier train est parti le 29 juin, précisément à 5h57. On imagine un peu d'émotion aujourd'hui. Alors, beaucoup d'émotions. Il y en avait déjà beaucoup l'an dernier lorsqu'on a lancé le premier train. Surtout beaucoup de fierté. Fierté pour les équipes, parce que c'est un travail d'équipe. C'est aujourd'hui... Transdev dans la région sud, sur cette ligne, c'est 220 personnes qui quotidiennement accompagnent 15 000 voyageurs. Et ça, c'est un très très beau succès parce que c'était vraiment une page blanche. C'est une expérience qui était nouvelle pour Transdev en France parce qu'on n'avait pas de ligne ferroviaire en France. On est un exploitant ferroviaire extrêmement important en Allemagne puisqu'on est le premier opérateur privé en Allemagne sur les lignes régionales. Donc c'est ce savoir-faire qu'on voulait ramener en France et qu'on a ramené à l'occasion de cet appel d'offres. Et le fait que ce soit un succès, qu'on ait réussi effectivement, qu'on ait réussi à ramener ce savoir-faire, à le transformer en intégrant la culture spécifique cheminote française et qu'on crée ce service, c'est pour nous un grand succès. Et le succès, il est surtout là en termes de performance opérationnelle. Ça a été dit tout à l'heure par le président Muselier. On est à 98% de taux de ponctualité opérateur. On a plus de 25% en matière de voyageurs à bord de la ligne. On a 16 trains neufs qui effectivement ont à bord le Wi-Fi, la climatisation, qui sont à haut niveau, qui proposent un haut niveau de service au quotidien pour les voyageurs de cette ligne-là. On a également 14 allers-retours. Historiquement, c'était 7 allers-retours. Et pour le même coût pour la collectivité locale, aujourd'hui, on fait 14 allers-retours et même 16 allers-retours le week-end. Donc c'est ça le succès, c'est que ça montre que l'ouverture à la concurrence, ça peut marcher quand on a une région qui est ambitieuse, qui a des objectifs clairs, qui fixe des ambitions et qu'il y a une vraie concurrence qui permet effectivement à chaque opérateur d'amener son savoir-faire et au service des usagers. Et les résultats sont vraiment là aujourd'hui, un an après. On se retourne derrière cette année passée et on a coché toutes les cases. Alors, en termes d'objectifs, on va revenir sur ce chiffre dont vous nous parlez, un peu plus de 98% de taux de ponctualité. À l'époque, votre objectif était de 97% à peu près, donc on voit bien que vous êtes au-dessus. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça a été difficile? Non, parce qu'on s'était donné les moyens de l'atteindre, donc ça n'a pas été difficile. Mais l'objectif, c'était effectivement de réussir cette transformation culturelle, de faire en sorte que ce savoir-faire et cette compétence qu'on avait en Allemagne, de l'amener aujourd'hui en France et de faire qu'aujourd'hui, on a une équipe chez TRSI qui est totalement mobilisée avec 220 collaborateurs. On a eu 30 collaborateurs qui sont venus de la SNCF, 190 collaborateurs qui ont été recrutés à l'extérieur. Il s'agit à la fois de conducteurs, d'agents de maintenance, tous les conducteurs de la relation commerciale qui sont à bord des trains pour informer, pour accompagner les passagers. Et donc, il y a eu un gros travail, effectivement, de constitution de cette équipe. Pendant 3 ans, on a travaillé pour préparer ce lancement. Et effectivement, c'est un grand succès. Mais c'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes qui ont pris ce sujet à cœur et qui ont fait un succès. Parce que la réalité, c'est pas juste le lancement, mais ce qui est superbe, c'est que c'est une réalité quotidienne qui est vécue par nos équipes et ce service qui est délivré tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs quotidiens et l'important, c'est que tous les jours, on soit à l'heure pour les accompagner. Thierry Guimbaud, vous êtes le président de l'autorité de régulation des transports. Vous publiez un premier rapport sur l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire en France, dans le paysage du ferroviaire en France. Qu'est-ce que ça a changé, l'arrivée de Transdev sur cette ligne de TER ? C'est pas le premier rapport, c'est le troisième. Le troisième. Tous les 4 ans, nous faisons un rapport et justement, on a vu la différence par rapport au rapport précédent. On était beaucoup dans les intentions de mettre en concurrence. Maintenant, on voit quelque chose qui est effectif. C'est une illustration ici. Moi, je parle au niveau français puisque ma compétence est nationale, évidemment. Et je peux vous dire qu'effectivement, l'ensemble des régions, beaucoup de régions, pas toutes, ont fait un pas décisif en matière d'organisation pour faire des appels d'offres, tout simplement, pour les suivre. C'est un métier, c'est pas M. Cyrus qui dira le contraire. Donc cette montée en puissance, elle est là, et ça, c'est un premier constat que fait ce rapport. 15 lots, aujourd'hui, ont été attribués dans notre pays, après mise en concurrence. 15. La France est probablement l'un des pays européens les plus en avance sur la mise en concurrence de ce qu'on appelle le conventionné, donc conventionné avec des autorités publiques. Le deuxième constat que je peux vous faire très rapidement, c'est qu'effectivement les résultats sont là. Alors là, vous avez les résultats, je ne les commande pas, ils ont été abondamment commentés dans le périmètre de la région sud. Sachez qu'on constate les mêmes choses ailleurs.
si je puis dire. On constate quoi? Très rapidement, on constate une offre en plus à coût constant, voire parfois même un peu inférieur. Et quand je dis en plus, c'est des dizaines de pourcentages en plus. Plus 30, j'ai même vu une fois, plus 100%. Donc ça veut dire qu'avec la même contribution publique, on produit de l'offre supplémentaire. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, toutes nos études le montrent, le train est en train de se développer, parce que la demande de train est de plus en plus forte, que ce soit sur la grande vitesse, mais également sur le régional. Et ça, c'est un élément fondamental. Donc cette offre en plus arrive, est une très bonne nouvelle, et la concurrence est un moyen, on le voit ici, de créer l'offre attendue. Ça, c'est les éléments positifs. Il y en a un qui est un peu plus, non pas négatif, mais la RT est toujours en train de soulever des sujets, quoi, parce qu'il y en a toujours, évidemment. C'est le futur, maintenant, parce qu'il reste encore une bonne quarantaine d'appels d'offres à réaliser. L'obligation des textes européens et nationaux est d'avoir terminé à l'horizon de 2032. L'effort pour aller au bout, maintenant, est presque inatteignable, si je puis dire. Je dis presque, il va être atteint. Mais en gros, ça supposerait, pour tout mettre en concurrence, qu'il y ait par an, France entière, dans différentes régions, 8 à 9 appels d'offres quasiment simultanés. Je ne pensais pas Thierry Mallet qui me dira le contraire. Aucune entreprise ne peut suivre un tel rythme-là. Donc le problème, eh bien, il risque d'avoir une concurrence qui est limitée, voire que ce soit les AO qui soient en concurrence elles-mêmes pour attirer la meilleure offre possible. Ce qui n'est quand même pas l'idée du texte. C'est pas une concurrence entre AO, entre régions, c'est une concurrence entre opérateurs. Et donc là, on a un vrai sujet. Donc on fait des recommandations, je ne vais pas les détailler. Ça serait beaucoup trop long. Lisez l'étude qui est excellente et qui est sortie lundi dernier, donc il n'y a pas très longtemps, hier, qui fait des propositions et notamment un vrai travail, je pense, au niveau des régions, dans leur ensemble, et on est prêt à aider à mieux coordonner, à mieux planifier, à mieux mettre en série les appels d'offres, à simplifier les appels d'offres ensemble. Bref, beaucoup de solutions dont on parlera avec chacune des régions et avec les régions dans leur ensemble, parce qu'on est devant un mur. Et ce mur pourrait être dangereux à terme, collectivement, pas pour la région ici, qui a beaucoup pris les devants, mais pourrait être dangereux pour tout le système, incapable de surmonter cette vague. Ça va nous réfléchir un peu, mais cette vague d'appels d'offres. On a parlé des objectifs de Transdev notamment. La région, évidemment, au-delà de la ponctualité et des différents points dont nous avons parlé, avait d'autres objectifs, notamment financiers, concernant les objectifs proprement de la région. Aujourd'hui, quel est le bilan, Renaud Muselier, pour vous ? Là, quand je viens d'écouter l'éminente personnalité qui nous a parlé du rapport qui vient d'être publié, on a bien fait d'être les premiers quand même, hein. Parce que ceux qui vont arriver les derniers, il va y avoir une grosse thrombose à la sortie, hein. Et donc, j'imagine le problème, parce que par exemple avec Transdev, on avait eu une difficulté sur la livraison des rames. Il faut savoir qu'en France, globalement, c'est qu'Alstom qui travaille en France. Et donc, quand vous passez un accord avec Transdev dans le cadre d'un contrat et d'un marché, vous vous retrouvez avec des rames neuves qu'eux ont promis, que Alstom leur a promise, mais que pour autant ils ne peuvent pas livrer. Donc là, ils vont se retrouver dans une histoire comme nous, on a été les premiers. On a d'ailleurs été aidés par les autres régions de France qui nous ont prêté des trains pour arriver en temps et en heure. Mais ça a été un gros problème pour l'équipe de Transdev et pour toi, Thierry, parce que là, on ne pouvait pas y arriver. Donc nous, là-dedans, on a commencé très tôt. On a multiplié en 10 ans le budget par 3 sur les transports. Et on a globalement eu le double de fréquentation en augmentant de plus de 10 points la régulation et 25% la fréquentation et l'offre. On a augmenté de 25% l'offre. Et on a régulé... Je me permets, Renaud Muselier, je vous propose de regarder ce chiffre. 5 millions de voyageurs depuis le 30 juin 2025. Fin de la parenthèse, je suis désolé. Oui, c'est ça. Mais sur l'ensemble de la région, c'est colossal en réalité. Parce que, en fait, vous aviez par exemple que la gare de la Blancarde pour réparer les trains. Donc quand le train est tombé en panne à Nice, ou est tombé en panne à Avignon, ou est tombé en panne dans les Alpes, ben, il pouvait pas trouver de solution. Donc là, aujourd'hui, on a mis des pôles de maintenance ou des réparations un peu partout. Et ce qui nous a permis de donner, avec des trains neufs, ce qui nous permet d'avoir une réponse plus importante. Mais c'est vrai que la totalité du service ferroviaire de la région, c'est une offre politique ferroviaire complète et globale. Nous, on aura fini d'ici 2030, pendant que les autres, ils vont rentrer dans les difficultés quand même, hein.
Eliane Barbosa, vous êtes la directrice exécutive des gares régionales et parisiennes SNCF Gares et Connexions. Quel a été votre rôle dans cette arrivée de Transdev dans le sud de la France? On sait que les gares sont un lieu un peu spécial pour les voyageurs, des lieux où on peut parfois être perdu, des lieux compliqués où il y a beaucoup de monde. Il a fallu accompagner les voyageurs avec cette nouvelle arrivée. Comment vous avez fait? Quel a été votre rôle concret? Alors, pour Gares et Connexions, gestionnaire donc des 3000 gares françaises, ce n'est pas une révolution, mais en tout cas, c'est une évolution importante, l'arrivée des nouveaux opérateurs. Et notre ambition et nos priorités, elles sont de 3 ordres. La première, c'est d'accompagner la région, les autorités organisatrices, le plus tôt possible et dès l'appel d'offres, pour pouvoir partager les informations et puis surtout regarder la complémentarité entre la gare et puis les offres de trains à venir. Ça se fait en transparence, ça se fait dans le cadre du document de référence gare pour pouvoir partager sur nos missions, sur nos rôles et sur nos obligations. La deuxième priorité, c'est d'accueillir l'ensemble des opérateurs. Pour cela, on le fait en intégrité avec de l'équité, bien entendu, et surtout avec de la confidentialité. Donc c'est du partage d'informations avec l'ensemble des candidats quand il y a un appel d'offres, en respectant la confidentialité de chacun, bien entendu. C'est 18 mois avant le lancement d'un nouvel opérateur de la préparation. Avec l'opérateur, on partage les processus structurants en gare qui vont être l'information des voyageurs, la partie embarquement, la partie prise en charge des personnes à mobilité réduite dans les gares. C'est ce qu'on a fait avec Transdev et ce qui leur a permis de démarrer il y a 1 an sans accroc majeur et puis sans dégradation de service vue du voyageur. Et la troisième priorité, c'est la continuité de service pour nos voyageurs. C'est pas parce qu'on change d'opérateur que l'expérience du voyageur en gare doit changer, si ce n'est peut-être davantage de qualité. En tout cas, Gares et Connexions, pour pouvoir éviter que le parcours soit plus difficile, on a des standards homogènes dans les 3000 gares françaises pour que ce soit simple pour le voyageur de se repérer dans toutes nos gares. Ça passe par de l'information voyageur, des annonces, la façon dont il est pris en charge dans nos gares. Donc, anticipation, standardisation, travail collectif, c'est grâce à ça que la concurrence peut devenir un levier de qualité de service. Et c'est grâce à ça aussi que nos voyageurs auront certainement plus de simplification avec l'arrivée des nouveaux entrants. Vous parlez de continuité. La continuité a été présente. En revanche, les voyageurs que nous avons interrogés ont vu un changement. Je vous propose qu'on écoute quelques voyageurs que nos équipes ont interrogés. Et vous allez le voir, une chose qui revient souvent, c'est enfin nous avons pu trouver de la place le matin pour nous asseoir parce qu'auparavant, eh bien, les trains étaient bondés. Écoutez-les. Alors j'étais contente en fait à l'arrivée du train parce que on nous a indiqué tout de suite où est-ce qu'il y avait des places dans le train. Donc ça c'est pratique, ça évite de monter dans des rames où il n'y a pas de place pour les bagages. On a vu un petit distributeur de boissons, ce qui est pratique, ce qui n'est pas le cas dans les autres trains, les TER classiques de la région. Et c'est super, le train il est super. Il n'y a jamais de retard, il est toujours à l'heure le train, et pas de souci. La seule différence que je peux noter par rapport à mes différentes expériences, c'est que là, il fait frais au niveau de la température, ce qui n'a pas toujours forcément été le cas, mais là, pour le coup, il fait bon, donc tout va bien. C'est vraiment très confortable et très propre. Et il y a la clim, parce que c'est très important maintenant, parce que c'est l'été, il fait très très chaud vraiment. Déjà, l'équipe, déjà l'accueil, c'est plus chaleureux. Et puis il y a de la climatisation, c'est propre, les trains ils sont à l'heure. Et puis il n'y a pas d'attente pour l'accueil, l'embarquement je parle. Et puis il y a des sièges, il y a des emplacements pour les bagages, c'est accessible pour les handicapés et franchement c'est vraiment super. Il n'y a pas mieux. Thierry Mallet, on imagine que vous êtes plutôt satisfait en écoutant ces usagers. Il y a plusieurs choses qui reviennent. La climatisation, plusieurs points que l'on va aborder. L'un des premiers points, c'est le fait que ce soit confortable. Pour ceux qui ne connaissent pas vos trains, en un mot, à quoi ils ressemblent, comment on se sent à l'intérieur et qu'est-ce qu'ils ont de si différent que les trains qui étaient là auparavant ? Alors, c'est une nouvelle génération de trains, puisqu'on a remplacé une vieille génération de trains. Quand on a démarré la ligne, on a démarré à la fois avec des trains neufs et des équipes complètement neuves aussi, des équipes renouvelées.
L'objectif d'ailleurs, ça a été d'assurer un accueil client et une présence dans les rames en permanence. Une des priorités, et on l'a vu, c'est l'information. Information en amont quand les gens arrivent, information dans le train s'il y a potentiellement des perturbations. On n'a pas évoqué, mais on a fait également un gros travail sur les correspondances, puisqu'on a signé un accord spécifique sous la houlette de la région avec SNCF Voyageurs pour assurer qu'il n'y ait pas de rupture de connexion si jamais il y avait eu un retard sur la ligne. Souvent, les retards sont pas liés à nous, puisqu'on a 98%, il peut y avoir un retard sur la ligne. On s'est organisé pour que les gens puissent quand même avoir un TGV en arrivant en gare Saint-Charles. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ça fait partie de l'expérience du voyageur. Au niveau des trains eux-mêmes, ce sont des trains à 2 étages, des trains dans lesquels il y a à la fois des secondes et des premières classes. Il y a des emplacements vélos très nombreux, il y a des emplacements bagages, il y a effectivement des distributeurs de boissons dans chaque chaude et froide et de restauration à l'intérieur des rames, parce que c'est un trajet qui peut être assez long, puisque si on va d'un bout à l'autre, c'est 2h30. Donc c'est vraiment un confort maximum qu'on a voulu donner aux gens dans les trains, et effectivement un accompagnement permanent, puisqu'il y a toujours des responsables commerciaux dans tous les trains pour accompagner les voyageurs, qui est un élément extrêmement important. Alors, dit comme ça paraît plutôt parfait. Est-ce que néanmoins il y a des pistes de consolidation, ou en tout cas des points que vous souhaiteriez aujourd'hui améliorer pour le futur? Ouais, l'enjeu de la ligne, puisqu'on est à 99% de taux de ponctualité, c'est collectivement, avec les autres opérateurs de la ligne, avec Réseau, avec SNCF et Gare et Connexion, c'est continuer d'améliorer l'expérience voyageur d'un bout à l'autre et de faire en sorte que collectivement, lorsqu'il y a une perturbation, on trouve ensemble le moyen de limiter l'impact pour les voyageurs dans les trains. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire que cette ligne, on la partage, on n'est pas les seuls opérateurs, puisqu'il y a des TER régionaux qui circulent autour de Nice, autour de Marseille, il y a effectivement des TGV, et donc l'enjeu, c'est que collectivement, on amène encore une meilleure qualité de service aux voyageurs à bord, et ça, c'est un travail collectif avec tous les acteurs. C'est un travail qu'on avait déjà démarré, ça a été évoqué tout à l'heure. Le succès de la ligne, c'est la relation avec une région ambitieuse qui a un projet clair. Ça a été des équipes motivées, mais ça a été de la relation avec tous les acteurs du territoire, avec la FNOT, les associations d'utilisateurs des transports, SNCF Gare et Connexion, SNCF Réseau, qui sont clairement nos partenaires quotidiens, puisqu'on roule où on partage les gares, et également avec voyageurs, à la fois dans le domaine de correspondance, notamment avec les TGV, en bout de ligne, puisque effectivement une partie des voyageurs qui prennent cette ligne sont en connexion, soit en arrivant à Saint-Charles, soit en partant de Saint-Charles, et donc c'est important effectivement qu'on assure cette continuité de fonctionnement. Eliane Barbosa, comment on améliore la fluidité avec les exploitants? Est-ce qu'en l'occurrence, avec cette ouverture à la concurrence et l'arrivée de nouveaux opérateurs, il faut signer des contrats? Et si oui, en quoi consistent ces contrats et qu'est-ce qui est important pour vous? Alors oui, il y a un contrat gare au démarrage avec tout nouvel opérateur. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais revenir sur la région. On est sur une région pionnière avec 8 entreprises ferroviaires aujourd'hui sur le territoire. 8 entreprises ferroviaires, c'est 8 façons de faire le train différemment. Mais pour le voyageur, au final, lui, il veut qu'une chose, c'est que ça fonctionne. Alors comment on fait ça côté Gare et Connexion en partenariat avec l'ensemble des opérateurs? Eh bien, la première chose, je vous le disais tout à l'heure, c'est les standards. Avoir des standards communs sur l'information voyageur, sur la façon dont on va m'embarquer, sur la prise en charge des personnes plus sensibles. Sur tous ces sujets-là, donc on a des standards qui s'appliquent et ça permet de rendre plus simple et en tout cas pas de surprise dans mon parcours quand je suis voyageur, quel que soit mon opérateur, dans le parcours en gare. La deuxième chose, c'est nos tours de contrôle. On a un centre opérationnel à Nice, ici à Toulon et à Marseille, dont le rôle est justement de s'assurer que on applique les standards dans les gares avec l'ensemble des opérateurs. Et puis qui va être en coordination en temps réel avec SNCF Réseau pour traiter les sujets des voies, de l'embarquement, les crises potentielles qu'il peut y avoir ou les incidents. Et puis bien sûr, c'est un centre de contrôle qui est en contact permanent avec l'ensemble des opérateurs. Le troisième élément, c'est des outils communs. On a les mêmes outils pour l'ensemble des opérateurs. Un exemple, vous avez l'application Magare qui permet d'avoir l'information sur l'ensemble des opérateurs, sur la région, pour le voyageur et qui vont permettre surtout au voyageur d'avoir à portée de smartphone et dans sa poche son tableau de départ et d'arrivée des trains de sa gare avec cette application.
Et puis enfin, s'il y a une crise, effectivement, des salles de coordination dans ces tours de contrôle qui sont le point de ralliement pour l'ensemble des opérateurs et qui vont permettre de nous mettre ensemble et de gérer les incidents. Donc on vise des gares pour le voyageur où il ne voit que de la fluidité, si possible, et puis des gares avec les opérateurs où on a une complexité à gérer, mais où c'est une complexité maîtrisée. Est-ce qu'il y a eu un changement, peut-être certaines interrogations de la part des utilisateurs? On sait que ces lignes sont exploitées par la marque Zoo de la région. Néanmoins, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions ou peut-être un manque d'informations? Je ne sais pas, peut-être l'un de vous quatre pour répondre à cette question. Elle n'est pas forcément ciblée. Mais est-ce qu'il a fallu accompagner spécialement les voyageurs dans cette transition ou vous avez le sentiment que les choses ont été assez claires, en tout cas les changements? Thierry Mallet, allez-y. Alors pour les voyageurs, effectivement, ils sont dans un train Zoo. Ils découvrent au fur et à mesure que c'est plus forcément la SNCF que c'est Transdev quand ils sont à bord. À l'extérieur, c'est des trains qui sont insérés dans le dispositif global régional. La billettique est la même, la tarification est la même, elle est commune à tous les opérateurs. D'ailleurs, quand on achète un billet, on peut prendre un train dans la journée, donc on peut tout à fait passer d'un train SNCF à un train Transdev. Après, l'expérience, elle est à bord. C'est lors du trajet qu'ils s'aperçoivent que c'est différent, mais en matière de ponctualité, l'objectif, c'est que ce soit effectivement pas sensible pour eux, ils le découvrent à l'arrivée. Mais je ne pense pas qu'on a eu besoin de faire une explication particulière. Les gens ont découvert des nouveaux horaires. Et le but, d'ailleurs, c'est de faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour le passager. Le but, c'est clairement, c'est de s'assurer. L'important, c'est pas de conduire des trains. L'important, c'est de transporter des personnes. Et donc c'est ça notre métier, et de le faire en continuité avec tous les autres opérateurs et dans la plus grande simplicité. C'est ça l'objectif, c'est de pas marquer forcément une différence. Si après les gens découvrent que c'est un train plus agréable, que c'est Transdev et qu'ils voient la différence, tant mieux. Et ça c'est notre objectif de tous les jours et c'est notre fierté. Mais leur fierté, c'est de les amener à bord, quel que soit le moyen de transport, et de s'assurer qu'ils ont leur train, leur correspondance, ou qu'ils arrivent à temps au travail, ou à l'hôpital, ou pour aller, ou pour faire leurs études. C'est ça notre objectif prioritaire. On va regarder un nouveau chiffre. Ce chiffre, il concerne le nombre de trains depuis le début de votre contrat. Avec la région, 10 000 trains ont été opérés depuis le début de ce contrat. 10 000 trains. On voit aussi que derrière ces trains, eh bien, vous le disiez tout à l'heure, il y a du personnel, il y a des personnes qui travaillent. L'ouverture à la concurrence, c'est aussi un enjeu social. Comment ça s'est passé au niveau des conditions de travail et de l'engagement des salariés? Alors, c'est vraiment un enjeu prioritaire, hein, puisque sans les conducteurs, sans les personnels commerciaux à bord, sans la maintenance, ça fonctionne pas, hein. Donc c'est clairement l'enjeu prioritaire de s'assurer qu'il y a de la continuité et que la qualité de service est là au quotidien. En termes d'organisation, il y a 30 personnes qui ont fait le choix de nous rejoindre. Il n'y avait pas d'obligation de transfert puisqu'il n'y avait personne d'assigné à cette ligne à plus de 50%. Donc il y a 30 agents de la SNCF qui ont fait le choix de nous rejoindre et qui sont aujourd'hui chez Transdev. Et pour compléter, on a dû recruter effectivement des personnes qu'on a formées pour atteindre effectivement un effectif total de 220 personnes. Aujourd'hui, avec ces équipes qui sont mixtes, avec effectivement une partie de la culture SNCF historique et la partie des nouveaux arrivants, on est en train de bâtir une nouvelle culture Transdev pour la région sud, pour le ferroviaire, qui est adaptée à cette ligne. On a signé d'ailleurs on a déjà eu des élections locales et les 3 syndicats représentatifs ont déjà signé un accord de méthode et on progresse sur une nouvelle organisation du travail qui est spécifique et adaptée à cette ligne et qui correspond à la fois aux besoins de la ligne et aux attentes de nos collaborateurs. C'est ça l'objectif. Et l'une des forces, effectivement, de ce qu'on cherche à faire, c'est être local, une adaptation aux besoins de la ligne, aux besoins de nos collaborateurs, aux besoins des voyageurs, au plus près du terrain. Et le centre de décision, chez Transdev, il est toujours sur le terrain. Les experts, ils sont sur le terrain, au plus près des décideurs, pour pouvoir répondre aux besoins de la région en cas de besoin. Et les équipes à Paris sont simplement en support. Elles ne sont pas là pour expliquer aux gens de la région comment on travaille. Et ça, je pense que c'est une de nos grandes forces. Thierry Guimbaud, de quelle manière cet enjeu social est pris en compte dans les différents rapports que vous produisez? On n'a pas un zoom particulier sur l'enjeu social. C'est un élément important, ce qu'on a déjà travaillé pas mal, notamment avec Transdev, mais c'est pas un angle d'attaque particulier. Ce que je veux simplement dire, c'est que le bilan qu'on fait aujourd'hui montre qu'il y a des freins
à ce qu'on aille, j'ai commencé à en évoquer, à ce qu'on aille plus loin. Encore une fois, on peut se satisfaire de ce qui se passe ici, c'est une bonne chose. Mais à l'échelle, encore une fois, si on dézoome un peu à l'échelle nationale, je crois qu'il y a encore des freins importants qui subsistent. Alors, soyons clairs, les freins, c'est pas une personne dans un coin ou une entreprise qui freine. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le système est en train de changer profondément. On l'a dit tout à l'heure, 8 opérateurs en gare, ça n'était jamais arrivé dans une gare. C'est un système qui change profondément. Et tous les systèmes, eh bien, moi je dis toujours, il y a des blocages systémiques quand je fais semblant de parler bien. Je dirais plus simplement, on est au milieu du gué. Voilà. On a franchi des étapes, il en reste d'autres, et il y a des sujets devant nous. Et ça, ces sujets-là, effectivement, il y a des freins pour avancer plus vite, plus loin. Quel frein ? Je voulais juste vous demander des exemples. Voilà, je fais les questions et les réponses. Des exemples de freins, effectivement. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est la question de la coordination. Vous l'évoquez aussi au niveau d'une gare. Mais au niveau national, il y a à peu près le même sujet, de la coordination entre les régions, entre les services librement organisés, autrement dit les TGV, et les services conventionnés, etc., etc. Donc il y a cet immense besoin de coordination, parce qu'évidemment, maintenant, il n'y a plus un opérateur unique. Il n'y a plus un État unique en face, il y a des régions et il y a des opérateurs. Et ça change tout. Voilà. Donc cette question de coordination, c'est pas pour se faire plaisir, c'est vraiment un élément structurel. Je dis toujours, pour un peu les esprits, il faut industrialiser le secteur. Sinon, on ne pourra pas répondre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc coordination. Deuxième point, il faut effectivement que les autorités organisatrices qui veulent mettre en concurrence, et je pense que celle ici présente voit bien ce que je veux dire, que l'accès aux informations soit ouvert le plus possible pour qu'elles puissent faire une mise en concurrence la plus éclairée possible. Donc qu'elles aient toutes les informations qui doivent leur être remises par le titulaire des marchés, que ce soit la SNCF majoritairement aujourd'hui, mais peut-être Transdev prochainement. Donc il ouvre les outils, si je puis dire, pour permettre de faire une vraie mise en concurrence. Il y a la question des dépôts également, qui est une question, ou des ateliers de maintenance, qui est une question essentielle. C'est ce qu'on appelle les actifs, quand on parle bien. Les actifs, c'est les moyens de réaliser l'offre, tout simplement, autant que les rails et autant que le matériel roulant. En parlant de matériel roulant, il y a aussi un sujet majeur qui est celui du matériel roulant. Aujourd'hui, on voit bien, et mon voisin de gauche pourra dire que ça n'était pas tout à fait simple pour avoir du matériel roulant aussi dans les bons délais. Il y a aujourd'hui dans notre pays effectivement un énorme retard à la production de matériel roulant. Énorme retard. Notre rapport, vous verrez, précise qu'il y a entre 29 et 32, 33, pas de commande aujourd'hui pour 29, 33. Pour un industriel, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc ce sujet-là est un sujet central. Voilà un frein. Et puis il y a un autre frein, et je vais faire court là-dessus, parce que je pourrais les multiplier, c'est pas l'objet. Hein. Il y a un autre frein, mais que vous avez aussi évoqué, c'est celui de la billettique. Aujourd'hui, il est absolument essentiel, l'achat des titres se font uniquement en numérique. Très très peu au guichet. Il est essentiel que tous les outils numériques communiquent, qu'il y ait des bases communes, qu'il y ait des systèmes qui permettent à tout un chacun, si je veux acheter un train Trenitalia ou un TGV SNCF et avoir en même temps les billets, parce que 20 à 40% des TGV sont en correspondance sur du local. Ne pas l'oublier. Donc la coordination entre les deux, elle est capitale, pas qu'à l'échelle d'une région, au niveau de l'ensemble de l'offre. Et c'est pas toujours le cas. Donc il y a Monsieur Philippe Tabarot présentait tout à l'heure un projet de loi. Il y a des dispositions dans ce projet de loi pour essayer d'améliorer ça. La continuité du voyage. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles particulières posées en termes de droit pour assurer la continuité du voyage. Vous prenez un train à un endroit et vous souhaitez qu'il vous emmène, ou un autre train en correspondance, à un autre endroit. Il n'y a pas cette garantie-là. C'est fait très souvent par l'action des opérateurs, mais il faut instaurer un système qui, comme dans d'autres domaines, l'aérien par exemple, offre cette garantie du voyage. Voilà. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire, et je vois que je suis trop long, donc je m'interromps. Je vous laisse évidemment terminer parce que c'est très intéressant de connaître évidemment les freins, et les freins peuvent être aussi financiers parfois. Renaud Muselier, en termes de finances publiques, combien ça a coûté ce changement, cette ouverture à la concurrence et l'arrivée de ce nouvel opérateur ? C'est un gros investissement à l'entrée, la totalité du budget, je ne sais pas combien c'est pour nous là, mais c'est 760 millions d'euros à peu près sur notre budget transport. Donc après on le ventile. Donc c'est globalement un tiers du budget de la région pour nos transports.
Mais c'est cher à l'entrée, mais après on gagne derrière en réalité, parce que après dans le fonctionnement quotidien, une fois qu'on a fait ces investissements sur les rames, sur la billettique, sur les points d'information, sur cet appel à concurrence, on se retrouve dans une situation où notre budget moyen de fonctionnement, c'est à peu près 50 millions d'euros et il rentre à peu près 41 ou 48 millions d'euros, et donc on sera d'équilibre sous 2 ans. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a fait un gros investissement en amont, qui nous fait faire des choix, mais qui n'a pas surendetté la collectivité, qui est dans le cadre des budgets, je veux dire, on est classé A+, donc on est bien classé au niveau national dans la gestion de la collectivité, et on se retrouve dans une collectivité qui aujourd'hui, dans le cadre de ses missions, notamment la mission transport, est parfaitement à la pointe de ce qui se passe en France. Parce qu'on a eu un raisonnement qui est globalement assez simple. Vous voyez la complexité du dispositif, que ce soit les gares, SNCF Réseau, les différents opérateurs. Nous, on est parti d'un truc assez simple. On prend le train, combien ça nous coûte, et on veut être à l'heure. On veut être climatisé. On veut pouvoir se connecter. Enfin, tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple à dire. Et eux, ils vont chaque fois vous expliquer qu'ils peuvent pas. C'est ça qu'on a rencontré avant. Et donc on a inversé le propos. Et on n'a pas inversé en disant on va renverser la table, même si c'est une révolution ferroviaire. On l'a inversé en se servant de ce qui se passait au niveau européen. Ces techniciens sont assez exceptionnels en réalité, tous ceux qui sont autour de la table. Mais ils défendent aussi leur propre boutique pour toutes sortes de raisons par rapport à leur budget. Et ça, on le respecte. Déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, on regarde ce qui se passe au niveau européen et on voit que ça se passe ailleurs. Dans la mesure où ça se passe ailleurs, ça veut dire que la législation européenne nous permet de le faire. Et pourquoi des trains sont à l'heure quelque part, complètement en retard ailleurs, puisque quand il y a eu la manifestation de l'appel d'intérêt ou après l'appel à concurrence, souvent on nous a dit vous allez faire comme l'Angleterre, ça va être un désastre. Oui, mais peut-être qu'avec le recul, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 10 dernières années à travers toute l'Europe, certains ont fait des mauvais choix, d'autres ont fait de bien meilleurs choix, et nous on va essayer de prendre le niveau médian qui va nous permettre de dire nous, ça va plus rien nous coûter. Parce que quand même, on avait 360 millions d'euros de problèmes par an avec la SNCF quand même à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est à l'équilibre. C'est quand même notre donnée. On a changé de paradigme. Donc, on se retrouve dans une situation où on respecte les partenaires parce qu'ils doivent gagner l'argent, ils doivent trouver des équilibres. On respecte les différentes entreprises parce que sur le plan social, on y est très attaché. Mais la seule priorité, ce sont nos usagers. Nos usagers et nos contribuables. Voilà. Donc, et là, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le petit reportage que vous avez eu, on a plutôt l'impression qu'ils sont contents. On a travaillé avec des associations d'usagers, et puis on a des élus, notamment le vice-président de la région et en charge des transports, qui se tapent toutes les réunions de toute la région, partout. Et donc c'est un dialogue permanent, récurrent, et on apporte des solutions. Donc oui, c'est de l'argent, oui, c'est une volonté politique, oui, c'est un équilibre de respect en fait entre les institutions, quelles qu'elles soient, publiques ou privées. Mais la seule chose qui compte, c'est l'usager. Thierry Mallet, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Transdev, vous êtes présent dans plusieurs pays, vous exploitez du ferroviaire. En France, vous êtes historiquement connu pour exploiter des lignes de bus partout en France, dans de grandes villes. De nouvelles lignes, me semble-t-il, en région parisienne. Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que vous avez rencontré une spécificité de la région sud? Peut-être en termes de rails, si vous vous tournez tous les quatre derrière le panneau. C'est la plus belle. Alors, je vous attendais sur ce sujet. Au-delà du fait que ce soit une région magnifique, peut-être la plus belle de France, le paysage est particulier. Il est breton. Il est en difficulté, là, parce que... Difficile de choisir? C'est Danan, il a choisi, parce que là-bas... Pour la plaisanterie. Là-bas, ils ont un peu chaud en ce moment, pendant que nous, tout va bien. Il peut y avoir des similitudes en termes de paysage, notamment avec beaucoup de roches, beaucoup de falaises, etc. Est-ce que ça a été une spécificité, une difficulté particulière? Vous parliez de la chaleur, Renaud Muselier, mais évidemment, il y a la chaleur qui est d'autant plus présente dans le sud en temps normal qu'elle l'est ailleurs en France. Comment vous avez pris tout ça en considération et qu'est-ce que ça change concrètement pour un exploitant? Alors, clairement, ce qu'on a vécu dans cette aventure, je dirais, c'était d'abord la première région qui ouvrait à la concurrence. C'était le premier
appel à manifestation d'intérêt, ça a été d'abord un dialogue extrêmement constructif qui a permis, avec la région, mais elle a discuté avec tous les potentiels opérateurs, de réfléchir au cahier des charges, parce qu'on a dû commencer à créer un cahier des charges, inventer des solutions, reprendre ce qu'on avait vécu en Allemagne, en Suède, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, amener ces savoir-faire, expliquer comment les procédures se passaient, commencer à imaginer quel type de données on avait besoin, parce qu'un enjeu clair, c'est pour pouvoir faire cette offre, c'est comprendre comment va fonctionner la ligne, quel est le matériel, quelles sont les fréquences, comment fonctionnent les gares, comment on va transférer les personnels de la SNCF, dans quelles conditions. Donc il y a un énorme travail en amont de compréhension, de récupération des données. Quand on va progressivement rentrer en régime permanent, mais ça c'était la première fois qu'on le faisait, on a eu même des difficultés au début pour obtenir les informations dont on avait besoin. Il y a eu un peu de bataille à avoir. Maintenant, c'est devenu, je dirais, quelque chose de classique, mais les premiers tournées, la SNCF était un peu réticente, mais maintenant, le jeu est devenu complètement ouvert. Il fallait que la région apprenne aussi à comparer des offres. Comment on compare des offres, c'est quoi les critères. C'est la première fois qu'on reçoit des réponses ferroviaires. Donc, c'est vraiment toute une expérience et un travail qui a été bâti en commun. Il y a eu travaillé également avec Réseau et Gare et Connexion, qui eux-mêmes n'avaient pas l'habitude de voir de nouveaux opérateurs arriver. On posait des questions, une approche différente. Donc ça a été vraiment, sur le plan, je dirais, culturel, pour tous les acteurs, une vraie opération intéressante. Et ça a toujours été dans la transparence et le dialogue. Ce qui a pour moi été très très important, c'est qu'à un moment donné, la région avait envie d'apprendre, nous on avait envie d'apprendre de la région, et ça nous a permis de progresser. Et je pense que l'intérêt de cette opération, c'est qu'elle a bénéficié pas simplement à la région Sud, mais à l'ensemble de la France. Parce que ce premier cahier des charges, les premières bases de données à échanger, la façon de travailler, ça s'est inventé dans la région Sud. Et c'est maintenant ce qu'on retrouve dans le Grand Est, ce qu'on va retrouver dans les Pays de la Loire. C'est vraiment effectivement une référence, à la fois dans la procédure elle-même, dans les données à transférer, dans la façon de mesurer la performance, puisqu'également on se donnait des objectifs de performance qui n'existaient pas forcément avec la SNCF, qui était le seul opérateur, et donc on n'était pas du tout dans un dialogue compétitif. Là, il y a un dialogue compétitif, on peut réclamer plus, on peut réclamer différemment. Donc c'est pour moi cette expérience-là qu'on a vécue dans la région Sud, plus que les caractéristiques de la région, c'est apprendre ensemble à répondre à des appels d'offres et à bâtir un système complètement nouveau. Est-ce que par exemple, très rapidement, vous avez focalisé sur des points précis? Vous parliez du sud de la France, vous exploitez des lignes partout dans le monde, dans des pays qui sont un peu plus au nord. Est-ce que par exemple la climatisation, ça a été un sujet sur lequel vous avez focalisé? On l'entend de la part des usagers, l'une de leurs grandes joies, c'est de se dire la climatisation n'est pas en panne. Et pour ceux qui ont connu le TER lors du précédent exploitant, on sait que la panne de climatisation pour un usager qui va travailler le matin à 7 heures en été, c'est absolument terrible. Est-ce que c'est par exemple un point sur lequel vous avez focalisé spécialement ici? Hors de question qu'elle tombe en panne ici, ça passe en Suède, mais ça passe pas dans le sud. Alors, c'est très clair que les conditions spécifiques de la ligne, alors c'est plutôt l'enjeu de cette ligne qui est très très circulée, une ligne les plus circulée en France, donc c'était plutôt ça notre enjeu prioritaire. Clairement, les enjeux climatiques sont des enjeux extrêmement importants. On exploite dans le monde des villes comme Las Vegas ou Phoenix, où il fait entre 40 et 50 degrés pendant toute l'année. Donc on connaît bien ce type d'enjeux. Et donc c'est clair que ces enjeux de climat, ces enjeux de protection, ces enjeux de prise en compte ont été effectivement intégrés dans notre expérience, même si c'est plutôt des bus là-bas que des lignes de train. Parce qu'on sait qu'effectivement c'est un élément extrêmement important et on a bien sécurisé cet aspect-là. Mais il y a plein d'autres aspects qu'on a sécurisés puisque ça a vraiment été pour nous l'occasion d'aller chercher tous nos savoir-faire un peu partout dans le monde pour amener le meilleur de ce qu'on savait ici sur la région Sud. On va parler un peu du futur pour terminer cette émission. Il nous reste une quinzaine de minutes à passer ensemble. Pour ce que ça va changer, cette ouverture à la concurrence sur les lignes de TER en France, que ça va changer dans le futur, dans les différents rapports que vous produisez, est-ce que vous avez comme ça déjà un petit sentiment du paysage qui est en train de changer? Et si oui, principalement vers quoi? On voit déjà que les premiers résultats qui sont là, qui sont nets, tangibles, clairs, dans une vision voyageur, c'est essentiel. Quand on pense un système, il faut le penser, bien d'accord avec vous, dans une vision voyageur, sinon on se trompe complètement. Après, derrière, il y a beaucoup de mécaniques, qu'elles soient techniques, financières, administratives, politiques. Croyez-moi, derrière, la machine, elle est compliquée.
Mais il ne faut pas céder à la complexité de la machine, c'est le voyageur qui est le moteur, effectivement. Et quand on prend le sujet par le bon bout, on trouve effectivement des solutions. Donc à l'avenir, je vous ai dit, il y a beaucoup de freins potentiels. Tous ces freins sont complètement surmontables. Tous ces freins sont surmontables. Nous avons fait des recommandations, il y en a un bon nombre de recommandations. Le régulateur n'est pas là pour les mettre en œuvre. Son rôle, il est totalement indépendant, donc il est là pour conseiller et pour proposer des choses. Mais oui, moi je suis persuadé que la dynamique qui est là, devant nous, elle est absolument inarrêtable. Je veux dire, quand je disais au milieu du gué, quand vous êtes au milieu du gué, vous allez sur l'autre rive. Vous ne revenez pas en arrière où ça se passe très mal. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la demande de train, je le disais tout à l'heure, est en train d'exploser complètement. Que le point qui est bloquant, c'est l'offre maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande, un peu partout. Sur les TGV comme sur le conventionné, mais beaucoup sur le TGV. Et donc il faut bien répondre à cela, d'autant que qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a aujourd'hui une croissance du ferroviaire supérieure à la croissance de l'automobile sur la longue distance. C'est moins le régional, mais c'est la longue distance, plus de 100 km. Et que, en termes de gaz à émissions gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, on constate qu'on a maintenant une décroissance des émissions de gaz à effet de serre dans le transport, alors que c'est la cause majeure, on le sait bien, plus de 30% de la pollution globale dans notre pays. Eh bien, pour la première fois, en 2024 par exemple, il y a eu 1% de mobilité en plus, au global, tout compris, avions compris, etc., 1%, moins 1,2% de gaz à effet de serre. Moins 1,2 par rapport à plus 1. On voit l'écart. Et sur plusieurs années, depuis 2019 à peu près, on est à plus de moins 7% de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un basculement de ce mode-là. Et donc, oui, le système doit être capable, et il peut l'être, de surmonter ça et de répondre à cette demande. Eliane Barbosa, quelle piste d'amélioration, quelles leçons avez-vous tirées de cette collaboration avec Transdev et peut-être quelle piste d'amélioration selon vous, de consolidation? Alors je l'ai dit tout à l'heure, on est ce qui a le mieux marché et ce qui me semble marcher en termes de freins qui sont pas tant techniques, mais c'est vraiment des sujets d'anticipation et de coordination. Donc c'est de vraiment s'y prendre à l'avance. On a fait le pari à Gares & Connexions de dialoguer bien en amont et de se préparer le plus tôt possible. C'est ce qu'on a fait avec Transdev où on s'y prend parfois 18 mois à l'avance avec les opérateurs pour pouvoir préparer. Donc ça me semble essentiel pour qu'on puisse partager le bon niveau d'information, le bon niveau de processus et mettre en œuvre. Et puis après, c'est de l'anticipation, mais c'est aussi du suivi. On a fait des marches à blanc avec Transdev, c'est ce qu'on fait avec d'autres opérateurs en ce moment, et ce qu'on a fait à Amiens, ou ce qu'on va faire demain à Caen avec RATP Dev. Donc on fait des marches à blanc pour se préparer. Et puis après, on va avoir un suivi en opérationnel renforcé avec nos centres opérationnels. Et c'est aussi les éléments que j'évoquais. Donc ce qu'on en retire, c'est vraiment anticipation, coordination, partage. Et donc nous on travaille dans l'intérêt, et je crois que c'est le cas de tout le monde dans cette table ronde, dans l'intérêt du voyageur. Et nous, ce qui nous anime, c'est de faire des gares qui sont simples, lisibles, qui sont fluides, et de développer au maximum la part modale du ferroviaire. Et là aussi, je pense qu'on a un objectif commun. Renaud Muselier, souvent on dit que le Sud est un laboratoire dans plein de domaines. Est-ce que vous avez compris à l'époque que cette ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, finalement, c'était un peu un test pour le reste de la France et que vous alliez être scruté? Honnêtement, je m'en foutais un peu du reste de la France. Ce qui était le plus important, c'était nos concitoyens, quoi. Je veux dire, ils payaient assez cher et c'était jamais à l'heure. Donc on s'est servi avec la majorité régionale de tout ce que l'on pouvait avoir comme information extérieure, Europe, internationale, pour arriver à avoir un service de proximité efficace. Donc globalement, quand on regarde ce qui s'est passé, on a quand même investi beaucoup dans le cas de la tempête Alex, par exemple, sur le train des merveilles qu'on a sauvé, qui a été la seule colonne vertébrale pendant un moment pour cette partie du territoire. Et aujourd'hui, avec le ministre Tabarot, le passage sur Tende, tout ça, ça fonctionne. On a sauvé aussi, puisqu'il y avait eu un émoulement dramatique, le train des merveilles. Ça, c'est le train des merveilles, c'est le train d'Épingle pour aller sur Nice, qui nous permet d'avoir
un RER métropolitain en fait tout le long sur la vallée à l'intérieur de Nice qui s'appelle la vallée du Var. On a comme augmenté de 20% la fréquentation sur tous nos trains, ce qui est absolument énormissime, et avec des réponses qui sont très claires. C'est-à-dire que on a un train tous les quarts d'heure entre Cannes, Antibes, Nice, Monaco, Menton. Et on travaille la principauté pour démultiplier ça, donc c'est quand même magique comme territoire. Et puis ici, bien sûr, avec Transdev, on a multiplié par 2 notre nombre de trains. Là, c'est 75% d'offres en plus. Donc globalement, quand on regarde ça avec le coût en face pour l'usager, c'est-à-dire le billet d'abonnement, il est fou pour pas prendre Zou. Voilà. D'autant plus que vous avez des prix préférentiels pour les jeunes qui peuvent s'en servir toute l'année pour 9 € par mois. Il va avoir un match de rugby à Toulon, un match de foot à Marseille ou un spectacle. Il file dans les Alpes pour aller skier à Briançon. Tout ça est au même prix. Et donc c'est quand même une offre de simplification absolue, de connectivité totale dans toutes les gares où on travaille ensemble pour savoir ce qu'on fait pour les vélos, les parkings à vélos, la surveillance avec le bloc de sécurité, les bus Zou qui viennent là pour faire un pôle d'échange. C'est-à-dire jusqu'au moindre détail, on essaye, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, d'apporter une réponse. Et je crois que globalement, cette chance que nous avons eue avec l'appel à concurrence fait en sorte que tout le monde a été obligé de faire sa révolution ferroviaire, de s'adapter et cette démarche-là, après, elle bénéficie à toute la France derrière. D'ailleurs, on s'est pas trop trompé cette année avec Monsieur Cyrus. On a eu 3 prix pour nous ici dans la région, 3 prix ferroviaires par le journal qui est le guide Michelin des villes, transports et connexions. On a eu la plus belle gare de France avec la gare d'Avignon qui est une très belle connectivité. On a eu pour le travail de solidarité, de rénovation, etc. à Nistand un prix complémentaire. Et sur l'appel d'offres et l'offre ferroviaire proposée par la région, on a gagné le prix français. Ce qui veut dire que quand même quand il y a 6 prix en France qui sont donnés et qu'on en rafle 3, c'est quelque part les professionnels de l'extérieur au niveau national reconnaissent que les choix que nous avons faits ont été efficaces et puis très notamment un peu courageux quand même, parce que là on est content, on dit tout va bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, il y a sûrement beaucoup de choses à faire. Enfin, on nous avait prévu le chaos, On nous avait prévu les grèves partout, les trains qui étaient pas à l'heure, le désastre total, vous en croyez vous lancer et tout, et vous savez pas les freins que vous avez. On nous a promis ce chaos, mais nous on a fait confiance dans les forces vives de ce pays. On a essayé de faire en sorte que le truc fonctionne. Eh bien, il fonctionne, alors on est plutôt content. Thierry Guimbaud, on dit souvent que l'ouverture à la concurrence attire vers le haut les autres opérateurs, les autres exploitants. Très rapidement, qu'est-ce que ça a changé sur l'autre opérateur historique ? Clairement, oui, ça tire par le haut. Le mot concurrence est toujours connoté, en fait. Il y a des gens qui aiment bien la concurrence, d'autres qui l'aiment pas. C'est devenu quasiment de la religion. Concurrence, peu importe le terme. C'est l'émulation qui compte, vous l'avez dit. C'est l'émulation, c'est l'innovation. Et la concurrence, c'est le meilleur moyen d'impulser l'innovation et de l'émulation. Et ça se fait pour tout le monde, y compris pour l'opérateur historique. N'oublions pas l'opérateur historique, qui est quand même un opérateur de très grande importance et qui fait un travail absolument remarquable. Faut pas l'oublier quand même. Il n'est pas beaucoup présent aujourd'hui. Il est dans votre région d'ailleurs également. Il a remporté aussi un lot. Cet opérateur-là, effectivement, aussi, il adapte complètement. Il repense son offre. Il repense son organisation. Et donc cette émulation-là, elle est générale en fait. Elle est générale. Il y a des freins, je le disais, ce qui est normal, le système change, mais il y a une émulation, il y a une dynamique, et on voit bien que cette dynamique, même s'il y a des problèmes, quand on poursuit calmement, on trouve des solutions. Merci beaucoup. Une dernière question, très rapidement, à Renaud Muselier. Dans 3 à 5 ans, à quoi ressemblera le réseau régional dans le sud de la France ? Est-ce selon vous, il y aura d'autres changements ? Oui, il y aura d'autres changements, et puis le calendrier est assez fixé, assez clairement fixé. Ce sont à peu près les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est le cliquet de livraison de la totalité du dispositif ferroviaire routier de la région. Alors là, on a un problème puisque Nice est exclu de la carte des Jeux.
Mais globalement, c'est la ligne nouvelle qui doit desservir la totalité de l'arc méditerranéen, qui nous amènera de l'Espagne jusqu'à l'Italie, en commençant par notre arc à nous, la totalité de la livraison sur les montagnes, la livraison totale des trains de nuit, que ça soit de Nice, que ça soit de Briançon, pour desservir par les Hautes-Alpes, l'étoile de Veynes, qui est un pôle de réseau absolument parfait. Ce qui veut dire que nos concitoyens ici doivent pouvoir avoir un billet Zou, il prend n'importe quel opérateur, il va n'importe où, s'il est abonné, c'est pas cher, et il est connecté. Donc globalement, ça, d'après les financements qui sont débloqués avec l'État et l'Europe, le contrat de plan État-région, les Jeux Olympiques, les efforts de calendrier, les priorités nationales pour nous, puisque grâce aux Jeux, on a une accélération de tous nos chantiers. On devrait avoir quand même d'ici 2030, donc pour la plupart d'ici 2028, la totalité de notre réseau qui aura été refait, train et bus Zou. Merci aux Jeux Olympiques, entre autres. Merci beaucoup Renaud Muselier, président de la région Sud, d'avoir participé à cette table ronde. Thierry Mallet, le président, directeur général de Transdev. Thierry Guimbaud, président de l'autorité de régulation des transports. Et Eliane Barbosa, merci beaucoup. Vous êtes la directrice exécutive des gares régionales et parisiennes SNCF, Gares et Connexions. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Évidemment, vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. L'information se poursuit. À très vite.